Bonsoir à tous, bienvenue. Alors pour commencer, un petit check technique. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des gens qui voient mon écran? Si vous pouvez mettre un petit message dans le chat, que je sache que tout est OK côté technique. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre? Est-ce que vous êtes là? Mon micro est activé. Mon écran est partagé. Ah, on me répond que oui. Très bien, parfait, super. Alors, bienvenue à ceux qui vont assister à cette session. Donc, cette session de 50 minutes va principalement traiter d'un use case que l'on rencontre en ce moment probablement assez souvent dans les entreprises, à savoir digitaliser les formulaires papier ou peut-être Excel que l'on retrouve parfois souvent dans les entreprises depuis pas mal d'années. Donc l'idée ici, ça va être de concevoir, on va un petit peu voir comment concevoir et puis ensuite comment construire un formulaire dynamique avec Power Apps. Donc, voilà. Donc quelques petites annonces, une petite publicité pour commencer. Donc l'année prochaine, au mois de mars, aura lieu la SharePoint conférence, donc 23-25 mars, pour ceux qui voudront y assister, à Las Vegas. Donc ensuite, un petit slide pour remercier un petit peu voilà, tous les sponsors qui ont participé et qui ont permis la réalisation de cet événement. Donc moi de mon côté, je suis donc Emmanuel Galis, alias Redcamp sur Twitter, donc basé sur Toulouse. Je travaille chez iCube depuis 2012, depuis 2013 plus précisément. Je suis consultant en fait Office 365. Au début, j'ai principalement fait du SharePoint on-premise et puis ensuite du SharePoint online. Et petit à petit, j'ai dérivé ensuite sur la Power Platform et depuis 2 ans, surtout Power Apps avec Power Automate, SharePoint Online en back-end. Je fais pas mal de SharePoint PNP aussi pour manipuler les sites SharePoint. Historiquement, en fait, je suis un consultant SAP R3. J'étais consultant SAP R3 pendant 13 ans, dont 9 ans en tant qu'indépendant. À l'occasion d'une mission où il y avait SAP en back-end et SharePoint en front-end, c'est là que j'ai changé de techno, j'ai basculé sur la partie Microsoft, les technos Microsoft. Et voilà, ça s'est fait tout ça en 2012 et voilà, depuis 2013 chez iCube en tant que consultant Office 365. Voilà. Sinon, je suis aussi user group leader pour un user group qui est basé à Toulouse. On n'a pas eu l'occasion encore de faire des rencontres en présentiel, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Mais on essaie d'être assez actif sur le user group pour répondre aux questions des gens, surtout essayer de s'entraider un petit peu. Voilà, s'il y en a qui vont venir faire un petit tour, ils sont les bienvenus. Voilà, donc comme mes collègues précédemment, donc il y a un petit tirage au sort qui va avoir lieu là pendant cet événement, pendant le virtual marathon. Si jamais vous voulez tenter votre chance et gagner l'Oculus Quest pour la région Europe, n'hésitez pas. Et donc également, si jamais vous voulez faire des dons à ces différentes œuvres de charité, vous avez les liens ici sur le slide. C'est parti. Donc j'ai découpé donc, ma présentation en différentes parties. Donc je vais simplement vous décrire brièvement un petit peu, vraiment détailler un peu l'objectif de ce qu'on va atteindre ce soir. Je vais décrire un peu le modèle de données qu'on met en place, l'application qu'on va réaliser, montrer un petit peu comment fonctionne l'application dans sa version cible, et ensuite on va construire l'application en tant que telle pour pouvoir générer ces formulaires dynamiques. Donc on terminera ensuite en listant un petit peu quelques points, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ensuite par rapport à ce que nous on aura fait. On va commencer vraiment avec le minimum, hein, 50 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc on pourra lister, je vous listerai quelques améliorations complémentaires que l'on pourrait ajouter à ce type d'application, et je vous montrerai même des captures d'écran d'une application très évoluée où j'ai poussé vraiment le raisonnement jusqu'au bout pour vous montrer un peu ce que ça veut donner.
le lien de téléchargement de l'application que je réalise ce soir avec vous, quelques liens, voilà, des infos de contact pour terminer, puis si jamais vous avez des questions, voilà, je serai disponible. Donc en fait, l'objectif ici, c'est aussi de montrer quelque part de quelle manière un petit peu structurer et travailler lorsque on a une idée en tête et qu'on veut aller jusqu'au bout de sa réalisation, en passant par le modèle de données, ensuite en imaginant un peu les écrans qu'on va réaliser derrière, et ensuite avec la réalisation côté Power Apps. Donc le problème que j'ai choisi, c'est donc celui que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'entreprise souhaite digitaliser différents types de formulaires papier. Donc, on va proposer à une cellule administrative, éventuellement, un outil qui va permettre, via un back-end, de paramétrer en fait ces formulaires. On va pouvoir créer différents types de formulaires, leur associer des questions illimitées, hein, simplement, voilà, on va renseigner une sorte de liste de référentiel des questions pour chaque type de formulaire, et pour chacune de ces questions, on va préciser de quel type de question il s'agit. Est-ce qu'on veut que l'utilisateur puisse saisir du texte, puisse cocher une case à cocher, puisse choisir une valeur dans une liste déroulante, etc. Voilà. Donc pour réaliser ça, l'idée c'est que on va utiliser SharePoint pour le back-end, on va mettre en place un certain nombre de listes, et puis Power Apps va servir à donc créer cette application user-friendly pour la saisie du contenu du formulaire en fait. Donc c'est un peu une version Forms un peu plus souple et améliorée, où là du coup l'interface on peut vraiment la designer comme on veut. Voilà, donc le modèle de données. Donc comme je le disais, l'idée c'est qu'on va mettre à disposition de l'utilisateur différents types de formulaires. Donc, chacun de ces types de formulaires va être constitué de questions. Donc, dans une question, on va faire référence à ce type de formulaire. Donc, une question est rattachée à un type de formulaire. Et puis, les questions, en fait, on veut les ordonner à l'écran. Donc, on met un numéro d'ordre. Il y a le libellé de la question. Donc, ici, le libellé de la question. On va préciser de quel type de question il s'agit. Donc là, les types de questions, on va prévoir pour l'instant 4 types de questions, et vous verrez à la fin de la présentation qu'on peut aller évidemment un peu plus loin, hein, imaginer d'autres scénarios. Du texte, saisir un nombre, une case à cocher, comme je le disais, et puis faire un choix dans une liste. Voilà. Dans le cas de figure où on choisit de créer un type de question de type choix, à ce moment-là, on va préciser ici dans un champ quelle est la liste de choix. En dessous de la zone de saisie ou de la case à cocher, etc., si jamais on veut fournir à l'utilisateur une petite astuce sur comment il est censé faire sa saisie, etc., on a prévu un petit champ ici, on va pouvoir mettre une petite astuce qu'on va afficher juste en dessous. Et enfin, on a prévu voilà, un petit flag obligatoire pour dire voilà, si c'est une question obligatoire ou pas. Donc par rapport au type de question choix, donc si jamais on a une liste de choix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre cette liste de choix entièrement paramétrable également, pour permettre à celui qui prépare le questionnaire, eh bien, le formulaire, de spécifier que voilà, telle question de type choix, ben, voilà la liste des valeurs qu'on veut dans la liste déroulante. Donc pour ça, on va créer un référentiel des listes de choix. Donc liste de choix 1, liste de choix 2, liste de choix 3, par exemple la liste des modèles de voitures, la liste des types de téléphones qui existent, des marques de voitures, enfin voilà, etc. Et puis, à cette liste de choix, du coup, on va associer une autre liste qui va nous permettre, pour chaque liste de choix, de spécifier la liste des valeurs. D'accord ? Donc, dans cette liste-là, on va dire, bah, pour telle liste de choix, et puis on va permettre aussi de les ordonner dans la liste déroulante. Voilà la valeur, le libellé en fait, qu'on va afficher dans la liste déroulante, c'est le champ valeur. Et puis, on va avoir un champ code valeur qui, lui, va contenir vraiment le code qui référence, qui identifie en fait le libellé. Et c'est lui que l'on va stocker en tant que réponse à la question. C'est le code valeur. Okay, donc, évidemment, on a le lien de la question vers la liste de valeurs de choix, hein, ici. Et on va avoir ensuite le formulaire en tant que tel. Donc, un formulaire, c'est quoi? Un formulaire, il est rattaché à un type de formulaire, forcément. Donc, il faut préciser qu'un formulaire, il est de tel type. Et par définition, on récupérera toutes les questions associées, et on va lui donner un nom, et puis ensuite l'affecter à une personne. Ensuite, on va voir les réponses. Donc les réponses, elles, c'est assez simple en fait, hein. Pour un formulaire donné et une question donnée, on stocke la réponse. Voilà.
Donc ça, c'est le modèle de données qu'on met en place. Assez simple, c'est vraiment le strict minimum. Et donc, on va voir de quelle manière implémenter ça. Donc ensuite, une fois qu'on a conçu ce modèle de données et qu'on est d'accord sur voilà, comment l'ensemble de l'application va être architecturé, on va un petit peu imaginer les écrans. Donc là, vraiment, on part sur quelque chose de très très simple. Encore une fois, en 50 minutes, hein, on est limité par le temps, donc on fait quelque chose d'extrêmement simple. Donc un premier écran qui va simplement lister les formulaires auxquels moi j'ai accès, qui me sont affectés. Quand je vais cliquer dessus, eh bien, je vais me retrouver sur un autre écran qui va me rappeler un peu le nom du formulaire et puis son type, et puis ensuite il va me lister les questions avec ici les différents contrôles, donc zone de texte de saisie, case à cocher, liste déroulante en fonction du type de question. Voilà, ça c'est la cible. Une fois qu'on a bien défini cette cible, eh bien on peut plus ou moins attaquer. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement quelle est la cible finale, en fait, hein, ce à quoi on va tendre. Donc voilà l'application. Je vais retourner ici sur l'écran d'accueil. Voilà, donc l'application, hein, comme on vient de voir sur les maquettes, hein, donc ici c'est l'écran d'accueil où j'ai la liste des formulaires qui me sont rattachés, et lorsque je sélectionne un formulaire ici, eh bien je vais retrouver les éléments que moi j'ai saisis pour ce formulaire. D'accord, donc voilà, donc, on trouve le nom des questions, les libellés des questions. On voit une petite étoile pour préciser si c'est un champ obligatoire ou pas. Et puis on a voilà, les différents types de saisies que l'on peut faire selon les questions. Et donc tout ça est paramétré dans SharePoint. Donc, si je vous montre côté SharePoint, ici, donc côté SharePoint, voilà les différentes listes qui ont été mises en place. Donc la liste type de formulaire, hein, qui liste simplement les types de formulaires mis en place, donc il charge, voilà. Donc, voilà. Donc, par exemple, on a un formulaire inspection de bâtiment, un formulaire contrôle de turbine à gaz, un formulaire contrôle de sécurité chantier, et donc à ces types de formulaires, on va associer les formulaires en tant que tels. Donc ici, par exemple, j'ai créé un formulaire de type inspection bâtiment. C'est le formulaire de la société. Voilà, la société Contoso XSP va inspecter les fondations de la tour Spectra. Donc on va lister un certain nombre de questions pour le formulaire de type inspection de bâtiment. Et ici, j'instancie en fait mes différents formulaires. La liste questions, c'est celle qui liste les questions par type de formulaire. Donc pour le formulaire contrôle de sécurité chantier, dans cet ordre-là, voilà les différentes questions qu'on va voir s'afficher dans le formulaire de l'application. Donc on va demander d'abord le nom du responsable de chantier, combien de personnes sont présentes sur le site, etc. Et donc vous voyez qu'en face de chaque question, en fait, on va préciser, voilà, ici c'est une question de type texte, ça c'est une question de type number, là c'est une question de type checkbox, case à cocher, et là c'est une question de type choice, donc c'est une liste déroulante, et on spécifie le nom de la liste déroulante. La petite astuce qu'on va afficher en dessous du champ, et si le champ est obligatoire ou pas. Donc, petit retour sur l'application, hein, on retrouve bien, donc ici, mes libellés des questions, les petites astuces qui s'affichent en dessous du champ, et puis ensuite les champs à côté, et la petite étoile pour les champs obligatoires, les questions obligatoires. Voilà, donc ici, c'est en gros le dictionnaire de toutes les questions qui sont rattachées chacune à un type de formulaire. Les listes de choix sont ici. Donc, par exemple, on va lister des équipements de sécurité, on va lister des types de turbines, on va lister un état d'usure, etc. Et donc, on va renseigner dans valeurs de choix l'ensemble des valeurs disponibles. Pour les équipements de sécurité, on va avoir des casques de chantier, des chasubles, des bottes de sécurité, des lunettes de protection, etc. Et donc, on a des codes ici qui vont être stockés en tant que réponse lorsque l'utilisateur choisira une valeur. Dans la liste déroulante, on stockera ce code-là dans la réponse associée à la question. Et donc, dernier coup d'œil, dernière liste qu'on va regarder ici, c'est la liste réponse, qui, elle, précise pour tel formulaire, telle question, voilà la réponse. Donc là, ici, on retrouve les éléments qu'on a ici à l'écran. Registre chantier, 18 personnes sur le site, pour des équipements, et le casque de chantier. Donc on voit le code casque ici qui a été stocké. Voilà la cible. Ça, c'est ce qu'on veut atteindre.
Donc maintenant, on va voir comment on peut arriver à ce résultat. Okay. Donc, bien évidemment, donc ici on passe à la construction de l'application. Donc la construction de l'application, évidemment, j'ai préparé un petit peu les choses en avance de phase. Hein. Donc j'ai fait une application Canvas dans laquelle j'ai simplement mis une petite en-tête ici. Et ici, j'ai mis une simple galerie qui est raccrochée, en fait, en termes de source de données, à ma liste formulaire. D'accord ? Donc en termes de source de données, j'ai intégré l'ensemble des listes que l'on vient de parcourir sur SharePoint, les formulaires, les listes de choix, les questions, les réponses, les types de formulaires et les valeurs de choix. Et donc en fait, cette liste cette galerie en fait qui me liste l'ensemble des formulaires qui me sont affectés, en fait, eh bien, je vais la chercher dans la liste formulaire et je vais simplement faire un filtre pour ne prendre en compte que les formulaires qui me sont affectés à moi. Donc j'avais prévu une colonne affectée à, de type utilisateur, et donc je vérifie que l'email de cette personne correspond bien à l'email à mon email, moi qui suis connecté. Donc ça, c'est une variable globale qui a été simplement définie au démarrage de l'application ici, dans le app onStart. D'accord ? Donc on fait un set glue user, on récupère en fait l'utilisateur en cours, on le met dans une variable globale qu'on peut utiliser partout dans l'application. Okay. À côté de ça, on va en profiter pour charger ici une liste avec l'ensemble des valeurs de choix pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans l'application. Voilà, donc ici, très simple pour l'instant, une galerie. J'ai mis simplement le libellé ici. Donc ici, j'ai mis donc, le libellé du formulaire, la personne à qui le formulaire a été affecté, et le type de formulaire que j'affiche dans cette colonne-là. Un petit icône flèche droit, là, hein, un petit icône chevron, pour pouvoir montrer que je peux cliquer sur l'élément, le sélectionner et passer à l'écran suivant. Donc, petite astuce, vous voyez qu'en fait, cette icône-là, en fait, il prend la totalité de la largeur de la galerie et il superpose tous les autres éléments qui sont en dessous, ce qui me permet de faire en sorte, avec une petite couleur, une petite astuce sur la couleur du hover, d'avoir cet effet, en fait, quand je survole, ça me surligne l'ensemble de l'élément, en fait, de la ligne. Voilà. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Ensuite, j'ai créé un deuxième écran dans lequel je vais simplement rappeler ici quel est le formulaire que j'ai sélectionné et le type de formulaire en question. D'accord ? Donc pour faire ça, à partir de l'écran d'accueil, lorsque je clique sur un élément, eh bien, dans l'événement de ma galerie onSelect, qu'est-ce que je fais ? Je navigue, donc je navigue vers l'écran forme, l'écran formulaire, et je lui passe en paramètre, je vais transmettre en fait à l'écran forme une variable locale qui va contenir l'élément en cours sélectionné dans ma galerie ici. D'accord ? Donc je vais me retrouver en fait ici, quand j'arrive sur l'écran forme, avec une variable locale qui s'appelle locForm et qui va contenir en fait l'ensemble des caractéristiques de mon formulaire sélectionné sur l'écran d'accueil. Et donc tout simplement dans cette zone de saisie ici, je prends le locForm.nom du formulaire et du coup il m'affiche le nom du formulaire sélectionné sur l'écran d'accueil et pareil pour le type de formulaire. D'accord ? Donc démonstration, si je suis sur l'écran d'accueil, que je sélectionne le composant inspection fondation, voilà, je tombe bien sur celui-là. Si je prends le site de Kaipori, je suis bien sur celui-là, et le chantier, je suis bien sur celui-là. Voilà. Donc ça, c'est simplement la mécanique de base pour permettre de naviguer du formulaire à l'écran de détail. Donc le formulaire en lui-même, maintenant, c'est cette partie que j'ai laissée libre pour vous montrer exactement comment la construire, en fait, comment construire ce formulaire dynamique. Donc j'espère qu'on va avoir assez de temps. Je vais boire un petit coup parce que la gorge un peu sèche. Voilà. Donc on va commencer par quoi? Alors je vais mettre sur mon autre écran ici la liste des choses à faire que je me suis listé. Donc je vais insérer tout simplement une galerie, hein, puisqu'on va avoir une liste dynamique de questions. Donc je positionne ma galerie, je l'agrandis. Ici, l'élément répétitif, je vais le réduire un petit peu. On va augmenter un peu les marges. Je vais la nommer gal, eh bien, question.
D'accord, ça va être la liste de mes questions. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est je veux afficher le libellé de ma question. D'accord. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais me connecter ici à ma liste de questions. Voilà. Et donc, par contre, cette liste de questions, il faut que je la filtre par rapport au formulaire sélectionné, évidemment. Je ne dois afficher que les questions du formulaire sur lequel j'ai cliqué sur l'écran d'accueil. Donc, pour cela, je vais appliquer une petite formule sur le formulaire en question et profiter également pour trier les questions par numéro d'ordre. Donc, je filtre mes questions sur le type de formulaire spécifié. Le type de formulaire spécifié, c'est celui qui est en cours, à savoir ma variable locale logform, qui contient mon formulaire en cours, et le type de formulaire de ce formulaire sélectionné. D'accord ? Donc ça, c'est mon filtre. Ça me ramène uniquement les questions de mon type de formulaire. Si on consulte ici, on va voir qu'il n'a ramené que 4 éléments, qui ne sont que les questions de mon type de formulaire qui est, contrôle sécurité chantier. Donc ce ne sont que les questions du type de formulaire contrôle sécurité chantier. Et bien ensuite, tout ça, je le trie par numéro d'ordre. Voilà. Donc ça me permet d'avoir la liste des questions du type de formulaire que j'ai sélectionné sur l'écran d'accueil et dans le bon ordre. Maintenant, je vais afficher le libellé de la question. Donc ici, je vais ajouter un libellé. Je le mets là, et alors, par défaut, PowerApps me branche le libellé sur la colonne title par défaut que j'ai appelé question. Hein, et donc, il s'est branché directement sur thisitem.question. Donc, pour l'instant, ça y est, j'ai affiché la liste des questions. Ok, on continue. Maintenant, je vais rajouter la petite étoile obligatoire. Donc là, juste avant, je vais appeler ça. Maintenant, je vais ajouter un autre libellé que je vais mettre ici dans le coin, à côté. Voilà. Tac, on va mettre dedans une petite étoile. Ensuite, je vais la centrer. On la met en rouge, comme on a l'habitude. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que ce petit libellé étoile obligatoire, eh bien, on ne va l'afficher que lorsque la question est obligatoire. Et donc, pour rappel, dans le modèle de données, au niveau des questions, ici, on avait une colonne qui précisait est-ce que c'est une question obligatoire ou pas. Alors, et la colonne s'appelle obligatoire. Okay. Donc ici, ma visibilité de la petite étoile, eh bien, ça va être l'item en cours, point, obligatoire. Et donc, fatalement, la petite étoile ne s'affichera que pour les éléments, que pour les questions qui sont vraiment obligatoires. Alors, les questions pouvant être assez longues, on va un petit peu les agrandir, aligner ça un peu vers le haut. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on en est là, l'idée, c'est maintenant de mettre en place les différents contrôles de saisie pour l'utilisateur. La zone de saisie de texte, qui permet à la fois de saisir du texte ou du nombre, la case à cocher, le toggle, et la liste de choix, okay, la liste déroulante. Donc, on va commencer avec la zone de saisie de texte. J'insère un texte input que je mets ici à côté, que je vais appeler txt. Et donc lui, l'idée, c'est de le rendre visible uniquement lorsque mon type de question est un type de question de type texte ou nombre. Je reviens sur le modèle de données. On spécifie ici pour chaque question quel est le type de la question, et quand c'est texte ou nombre, à ce moment-là, je vais voir s'afficher une zone de texte de ce type-là. D'accord ? Donc pour ce faire, une petite formule assez simple va me permettre d'afficher ou de masquer la zone de texte dans les différents cas de figure. Donc je la mets ici. Voilà. Donc cette formule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit simplement, la visibilité de mon text input, c'est si jamais mon type de question est texte ou mon type de question est number. Voilà, rien de sorcier pour l'instant.
Par contre, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, pour éviter que l'utilisateur ne saisisse des lettres alors qu'il est censé saisir un nombre, on va définir le texte format, donc le format de la saisie de la zone de texte, à number ou texte en fonction du type de question. D'accord ? Donc là, pareil, une petite formule. Donc ici, la propriété format, on va la définir comme ceci. Donc je fais un petit switch. Hein, donc si jamais, alors pour les différentes valeurs de type de question, si jamais j'ai un type de question qui est texte, à ce moment-là, mon texte format, c'est texte. Si j'ai un type de question qui est number, à ce moment-là, mon texte format, c'est number. Okay, ça m'assure que, en termes de saisie, eh bien, je ne vais pas me tromper. Ça, on peut le tester immédiatement. Ici, c'est le nom du responsable de chantier, je peux saisir du texte. Là, c'est combien de personnes sont présentes sur le site. Je ne peux pas saisir de texte, je ne peux saisir que des nombres. Okay. Ensuite, on continue. On va ajouter maintenant la petite astuce en dessous du champ de saisie, voilà, pour diriger un petit peu l'utilisateur, lui expliquer comment il doit faire sa saisie, éventuellement s'il doit faire sa saisie dans une unité particulière, par exemple. Donc, on va afficher ça en plus petit ici en dessous. Voilà. Donc ici, on va afficher la fameuse astuce. Voilà, donc ici on affiche l'astuce. Donc voilà, quand il y en a, elle s'affiche, quand il n'y en a pas, elle ne s'affiche pas. Donc, par exemple, ici, une petite astuce, inclure les intérimaires dans le nombre de personnes présentes sur le site, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va l'appeler astuce. Ça, c'est fait. Ensuite, maintenant, on va passer à la checkbox. Donc, en fait, lorsque le type de question est de type checkbox, l'idée, c'est voilà, c'est oui ou non. Donc, on va ajouter un toggle, en fait, ici. Donc, j'ajoute un toggle que je vais placer là. Alors, je ne veux pas afficher le libellé. Voilà. Je vais donc définir sa visibilité. Évidemment, la checkbox ne doit s'afficher que lorsque mon type de question est de type checkbox. Donc, sur la propriété visible, je définis la visibilité de mon élément de saisie en me basant sur le type de question. Si l'élément en cours et que son type de question est checkbox, à ce moment-là, l'élément est visible. Voilà. Un petit peu le décaler, on le met là. Voilà. Donc celui-là, ça c'est le toggle de checkbox. Et il nous reste maintenant la liste déroulante. Donc là, pareil, je vais ajouter aussi donc ici une liste déroulante. Donc je vais prendre une combo box que je vais mettre ici à cet endroit-là. Voilà. Et donc, elle également, je vais lui définir sa visibilité, comme pour les autres, au fait que le type de question est de type choice. D'accord ? Sa visibilité est de type choice. Et donc, on voit la liste déroulante ne s'affichait que en bas sur la question indiquer le type d'équipement, puisque moi, dans le modèle de données, et dans la liste des questions, indiquer le type d'équipement, c'est un type choice. Et bien voilà, en fait, là, on a mis en place à minima la mécanique qui permet, selon le type de question, d'afficher le bon contrôle. Et je vois donc une zone de texte quand il s'agit d'un texte d'un nombre, une checkbox quand c'est oui ou non, et une liste déroulante quand c'est une liste de choix. Maintenant, on va avancer un petit peu dans le dur. Donc l'idée, c'est de commencer par récupérer les valeurs de réponse. Quand j'arrive sur cet écran, je veux voir les réponses que j'avais déjà éventuellement saisies dans certaines questions s'afficher à l'intérieur des différents contrôles. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc celui-ci, je vais alimenter sa valeur par défaut avec le contenu de la réponse, si jamais je suis bien sur une question de type texte ou nombre. D'accord ? Donc là, une petite formule qui va faire un test. On va regarder rapidement ensemble. Alors, type de question. Alors oui, j'ai oublié une étape que j'avais pourtant prévue. Non, elle est bien là, mais je ne l'ai pas faite. Donc on va juste faire en sorte, en fait, que lorsque l'on arrive sur cet écran, on va précharger dans une collection locale l'ensemble des réponses qui existent déjà sur
côté SharePoint, histoire de travailler qu'avec une collection locale, ça permet d'optimiser un petit peu les performances. Donc très simple, hein, dans le on visible de l'écran ici, on va rajouter un petit clear collect, voilà, qui va aller récupérer l'ensemble des réponses et les stocker dans une collection locale call réponse. Et donc l'idée, maintenant on va retourner ici, alors on va voir comment on alimente le contenu de cette zone de saisie avec la valeur de la réponse qui est stockée côté SharePoint. Donc je vais formater ça. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est de vérifier est-ce que je suis bien sur un type de question de type texte ou nombre, auquel cas j'alimente ma text input avec la réponse. Et donc la réponse, on va la chercher dans call réponse, hein, la collection qu'on vient d'alimenter dans le on visible du form. Donc on récupère la réponse à partir de la call réponse. Donc petit rappel, dans la liste réponse, on a quoi? Il faut spécifier le formulaire, la question, et à ce moment-là on trouve la réponse. Donc c'est ce qu'on fait ici. On fait un lookup dans la call réponse, on spécifie le formulaire, qui est le formulaire en cours, donc ma logform, ma variable locale, et on spécifie la question, qui est la question en cours. Okay. Et une fois qu'on a trouvé cet élément-là, on est tombé sur le bon enregistrement de réponse, et on veut ramener la réponse dans la textbox. Et donc on ramène la réponse. Okay. Donc là, on peut déjà vérifier ça, puisqu'on a déjà saisi du texte. Donc, si je reviens sur l'écran d'accueil et que je clique sur le chantier, il me ramène bien Régis Chantier. Okay. Du coup, il me ramène le 18 aussi, puisque c'est toujours le même contrôle, sauf que là, en fait, c'est une valeur numérique qui a été stockée au niveau de la réponse. Donc, pour la textbox, c'est bon. Reste ensuite la checkbox. Donc pour la checkbox, on va faire quelque chose de similaire. Hein. On voit dans le modèle de données ici, côté SharePoint, qu'en fait, pour les réponses de type checkbox, il stocke true ou false, hein, en fonction de si l'utilisateur a activé ou désactivé le toggle. Et donc pour le toggle, on va procéder exactement de la même manière. Donc sur le toggle, on va définir sa valeur par défaut ici, avec cette petite formule. Donc pareil, si jamais je suis bien sur une question de type checkbox, je vais faire mon lookup, aller chercher la bonne réponse, et je renvoie la réponse. Je vérifie que cette réponse est bien égale à true, et du coup ça me renverra true. Voilà. Et donc ça va m'activer ou me désactiver, et on le voit bien ici. Donc là, la réponse est stockée true côté SharePoint, et il me l'affiche bien à true ici sur la checkbox. Et il ne reste plus que la liste déroulante. Alors, la liste déroulante est un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc, une liste déroulante, il faut lui fournir des éléments. Il faut lui lister les éléments. Or, vous vous souvenez, au niveau du modèle de données, on avait prévu deux listes. Donc, une liste de choix qui spécifie la liste des types de choix, mais surtout la liste des valeurs ici. Donc là, par exemple, on est sur indiquer le type d'équipement. Donc là, on est sur la liste de choix équipement de sécurité. Ce qu'on veut voir affiché dans la liste déroulante, ce sont ces quatre éléments-là. Casque de chantier, chasuble, bottes de sécurité et lunettes de protection. Donc, l'élément, la propriété items ici, on va aller en fait chercher ces quatre valeurs en fonction des caractéristiques de la question. Dans la question, on sait que indiquer le type d'équipement manquant le plus à l'appel, c'est de type choice, et en fait on sait que c'est la liste de choix équipement de sécurité. Donc on va aller depuis là, se brancher sur la valeur choix, et aller récupérer les valeurs correspondant à équipement de sécurité. Et c'est ce qu'on va faire avec la formule qui est la suivante. Alors, qui est ici, je l'ai préparé à l'avance. Là, ici, pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Vous vous souvenez, tout au début, au chargement de l'application, ici, dans le OnStart, on avait récupéré l'ensemble des valeurs de choix pour travailler uniquement en local et optimiser un peu les performances. On a ici l'ensemble des valeurs des listes de choix. Okay. Donc ici, on va aller chercher dans cette liste-là, donc celle-ci. On va aller récupérer en fait toutes les valeurs, tous les enregistrements, donc c'est un filtre, tous les enregistrements qui correspondent à la liste de choix de ma question en cours. Voilà. D'accord. Et puis on en profite pour trier ça par numéro d'ordre. Ça me permet d'avoir dans ma liste déroulante mes valeurs de choix dans l'ordre que je le souhaite, à savoir ici
trier de cette manière-là, grâce à ce numéro d'ordre. Okay. Donc on peut vérifier ça tout de suite. Si j'ouvre ma liste déroulante, alors il faut évidemment paramétrer sur la liste déroulante quel est le champ qui va afficher les valeurs, à savoir ici, je ne sais plus comment elle s'appelle, je recherche l'info, c'est la colonne title tout simplement. La colonne title. Ici. Voilà. Alors, une autre petite chose aussi, sur cette fameuse liste déroulante, on va désactiver la sélection multiple, hein, on va commencer simple, et on peut autoriser la recherche éventuellement, mais ça, c'est pas obligatoire. Voilà. Bref, hop. Voilà. Et donc, on retrouve bien, dans l'ordre, casque de chantier, chasuble, bottes de sécurité et lunettes de protection. On a donc déjà les éléments dans la liste déroulante. Ce qui veut dire que si je change de formulaire, que je passe sur un autre formulaire, et ici je vais avoir d'autres listes déroulantes, et chacune va aller me récupérer les bonnes valeurs correspondant à la liste de choix spécifiée par rapport à la question. D'accord ? Retournons sur notre formulaire préféré. Maintenant, sur cette liste déroulante, il faut aller, on a la liste des valeurs dans la liste déroulante. Il nous faut ramener la valeur en cours. La valeur en cours, celle que l'utilisateur a choisie précédemment et qu'il a enregistrée. À savoir ici, dans la liste réponse, par exemple, là, il avait enregistré casque. Donc il faut définir la valeur par défaut de la liste déroulante. Alors pour faire ça, on va aller dans la propriété Default Selected Items, et on va aller définir la propriété par défaut. Donc la propriété par défaut, elle se définit de cette manière-là. Donc l'idée c'est, encore une fois, toujours on vérifie pour ne pas alimenter un truc pour rien. Est-ce que mon type de question c'est bien un choice? Ok, donc je vais définir une valeur par défaut sur ma liste déroulante. Je vais aller chercher en fait dans la liste des valeurs de choix, celle qui correspond à la liste de choix concernée pour la question en cours. Je vais aller chercher l'élément qui correspond à la code valeur, d'accord? Et le code valeur, lui, il provient de où? Il provient de la réponse. Et la réponse, en fait, c'est, comme on le faisait précédemment, c'est dans la liste réponse pour le formulaire et la question concernée, je ramène la réponse. Donc, ce lookup-ci se charge d'aller chercher la bonne réponse par rapport à la question en cours, et il ramène la valeur qui se trouve dans le champ réponse. Et cette valeur-là, qui correspond ici à la valeur casque, on va la mettre en regard du code valeur de valeur choix, et il nous renvoie donc l'élément de la liste valeur choix correspondant et l'affiche ainsi directement en tant que valeur par défaut. Et on a bien casque de chantier. On pourrait peut-être regarder ça à tête reposée pour prendre le temps de faire des pauses de temps en temps et bien comprendre l'astuce. Là, on a mis en place, a priori, qu'est-ce qui nous manquerait encore? Donc on a ça, c'est bon. Voilà, donc là, on a l'ensemble des éléments qui nous permettent à la fois de faire les bonnes saisies, d'afficher les bons contrôles en fonction du type de question, et en plus de ramener les bonnes valeurs de liste déroulante. Enfin voilà, on a géré la liste déroulante qui était un petit peu compliquée à mettre en place, mais voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'utilisateur va faire ses saisies, il faut stocker ses réponses quelque part. D'accord ? Donc ce stockage, on le fera dans un premier temps localement dans une collection, et ensuite on mettra à jour SharePoint lorsqu'on cliquera sur le bouton d'enregistrement. Alors pour la difficulté, c'est que dans cette liste réponse, eh bien au départ, cette liste réponse, elle est vide pour le formulaire. On n'a absolument aucun enregistrement. Ce qui veut dire que quand l'utilisateur va commencer à saisir ici le nom du responsable de chantier, puis qu'il va faire entrer ou qu'il va quitter le text input, perdre le focus dessus, ça va déclencher un événement qui s'appelle l'événement onChange, d'accord? Et c'est dans cet événement onChange que du coup on va stocker ce que l'utilisateur a généré, a saisi, pardon, on va le stocker dans la collection locale call réponse, là où on a la liste des réponses en fait. Mais il faut identifier, est-ce que ma réponse existe déjà, du coup je fais une mise à jour, ou est-ce qu'elle n'existe pas, il faut que je la crée. On n'a pas de fonction qui fasse les deux de manière automatique. Il faut soit préciser qu'on fait une mise à jour, soit préciser qu'on fait une création.
Donc pour se faciliter les choses, eh bien en fait on va mettre ici dans le modèle de la galerie un petit toggle qu'on va cacher à terme, qu'on va mettre ici, par exemple. Donc on va enlever le libellé, on va le réduire un petit peu. Voilà, c'est un petit toggle ici. Et lui, il va nous servir à savoir s'il existe déjà pour l'item en cours une réponse dans la liste réponse, tout simplement. Pour cette question-là, existe-t-il déjà une réponse dans la liste réponse? Donc ce toggle, sa valeur par défaut ici, on va y mettre une petite formule, qui est la suivante. Donc j'ai préparé une formule à l'avance, parce que avec le temps qui passe, oh, ça n'aurait pas tenu. Donc en fait, l'idée c'est, je vais dans la liste réponse, pour le formulaire et la question concernée. Est-ce que je trouve une entrée ou pas? Si je n'en trouve pas, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et donc, je veux que cette case à cocher s'active en fait lorsqu'elle existe. D'où le petit note que j'ai mis devant pour inverser. Parce que lui, il me renvoie, ça n'existe pas, moi je veux savoir que ça existe, donc je mets le note devant. Okay, donc ce toggle, on va dire tog réponse existe. Voilà. Donc, lui, il s'active lorsque eh bien, j'ai saisi une réponse. Alors ça, on peut le tester tout de suite aussi. Donc ici, on avait déjà des réponses, donc forcément, ils sont tous activés. Mais si je vais sur un autre formulaire, les autres formulaires sont vides, eux. Voilà. Donc mon petit toggle ici, ils sont tous désactivés parce que je suis sur un formulaire que je n'ai encore jamais saisi, je n'ai saisi aucune valeur. Mais si je saisis une valeur ici, je quitte le focus, et effet démo, il ne s'active pas. Parce que, c'est normal, je n'ai pas encore stocké l'information à l'intérieur du call réponse. Donc il nous manque le code qui fait que lorsque je déclenche l'événement en update de la textbox, eh bien, il me rajoute la réponse à l'intérieur de la liste réponse, de la collection locale, et du coup le petit toggle s'activera. Donc c'est ce qu'il nous reste à faire en fait, concrètement. C'est vraiment de faire en sorte que lorsque l'on va faire une saisie, cette saisie s'enregistre bien dans la collection réponse locale. Donc pour faire ça, en fait, comme je le disais, sur le text input, on va mettre un petit bout de code au niveau du onChange. Donc dès que ma zone de saisie, dès que ma saisie a changé, eh bien je vais créer ou mettre à jour une entrée dans ma collection call réponse. Vous vous souvenez, celle qu'on avait récupérée ici dans le hand visible de l'écran. Dès que l'écran s'affiche, je récupère l'ensemble des réponses. On va utiliser cette collection locale pour stocker les réponses que l'utilisateur saisit au fur et à mesure. Donc sur la text input, dans le onChange, on va mettre une formule un petit peu plus longue, mais elle s'explique assez facilement. Arrive. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il lui a... Oui, évidemment, je n'ai pas donné les mêmes noms. Donc réponse, c'était texte. Je vais plutôt le modifier ici, au cas où. Donc en fait, l'idée c'est de regarder, est-ce que en fait mon réponse existe est vrai? S'il existe, je fais une mise à jour. S'il n'existe pas, je fais une création. D'accord? En rapport à la petite mécanique que j'expliquais juste avant. Si je dois faire une mise à jour, je vais faire un update if sur ma collection call réponse pour le formulaire et la question concernée, et je mets à jour ma réponse. Et donc le contenu de ma réponse, c'est la propriété texte de ma text input. D'accord? Voilà. Si jamais c'est une création, je fais un patch avec un default sur la collection call réponse. Et puis, je vais m'assurer de toujours bien renseigner les 3 colonnes de la liste réponse, à savoir, je reprécise bien quel est le formulaire concerné, je précise la question et je renseigne la réponse. Donc ici, étant donné que formulaire et question sont des lookups, les lookups, vous le savez, ont une structure à 2 colonnes, une colonne ID, une colonne value. Donc on alimente les 2 colonnes ici en précisant, voilà, donc mon formulaire c'est mon formulaire en cours, ma petite variable locale qui contient mon formulaire en cours avec son ID, le logform title pour la valeur, pareil pour la question. Et puis dans la réponse, pareil, on stocke le texte de la zone de saisie. Voilà, donc là on a mis en place le système qui permet de me rajouter dans ma collection locale réponse, la réponse que l'utilisateur aura saisie. Cette fois,
On peut aller vérifier en allant ici et en oui, c'est ça. Et en saisissant quelque chose, tac, du coup, il l'a ajouté à la liste réponse. Ah oui, alors pardon. C'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté l'application, il n'avait pas eu le temps de se rafraîchir. Donc, par exemple ici, je saisis quelque chose, et hop, du coup, le petit toggle s'active, puisque dans la collection locale réponse, eh bien, on a enregistré cette réponse-là, donc le petit toggle réponse existe s'active. Okay, ça, c'est vraiment pour nous faciliter la tâche et éviter de faire du code un peu trop long. Voilà, retournons sur notre formulaire préféré. Donc, on a mis en place le système de sauvegarde, entre guillemets, des données saisies par l'utilisateur dans la textbox. Et maintenant, on va le faire sur le checkbox. Donc, pour la checkbox, on va le mettre dans l'événement onSelect. Donc ici, quelque chose de similaire. Hein. Au niveau de la checkbox, hop. Au niveau de la checkbox, ici, on va mettre quelque chose de similaire. Voilà. Donc, si jamais la réponse existe, on fait la mise à jour. Si elle n'existe pas, on fait la création. Toujours pareil, un update if sur le call réponse, sauf qu'en fait, la réponse ici est alimentée à partir de la checkbox, et là, pareil, de la même checkbox. Même, exactement le même code que pour le text input. Okay. Reste la liste déroulante, qui, comme d'habitude, est un petit peu plus compliquée que le reste. Alors, la liste déroulante, le problème, c'est que son événement onChange se déclenche aussi lorsque l'on quitte l'écran, qu'on revient sur l'écran, parce que l'élément de la galerie a changé, et du coup, par exemple, il y a une valeur par défaut qui disparaît de la liste déroulante, ou, etc. Et ce genre de choses déclenche le onChange, ce qui voudrait dire que potentiellement, il nous créerait des entrées dans la collection locale réponse dont on n'aurait pas besoin. Donc, pour éviter ça, l'astuce, c'est d'utiliser une petite variable qu'on va positionner au moment où on clique sur la liste déroulante. Quand je vais cliquer sur la liste déroulante, grâce au onSelect, je vais positionner une petite variable locale qui va dire « Attention, je suis en train de saisir une valeur dans ma liste déroulante ». Et le onChange, qui va faire le stockage de la saisie de l'utilisateur, ne se fera que si, effectivement, je suis en train d'effectuer un choix dans ma liste déroulante grâce à cette petite variable. Donc je montre comment on fait ça. Donc, dans le onSelect, je le disais, quand je clique sur la liste déroulante, je positionne une petite variable qui dit, voilà, attention, je suis en train de changer la valeur de mon choice, l'utilisateur va faire une saisie, je le positionne à true. Et dans mon onChange ici, où je suis censé stocker la valeur dans la call réponse, comme pour les deux autres contrôles, eh bien, je vais faire un premier test et vérifier est-ce que je suis bien en train de faire un changement sur ma liste déroulante. Si oui, on fait le traitement. Et le traitement est exactement le même que celui qu'on a vu sur les autres, à savoir, si jamais ma réponse existe, je fais une mise à jour, sinon je fais une création, et la réponse qu'on renseigne, eh bien en fait, c'est, on va aller prendre, cette fois, le code valeur. Vous vous souvenez, hein, dans la liste des valeurs de choix, on va prendre le code, on va stocker casque, d'accord, c'est ce qu'on voit ici dans la liste réponse casque. Okay, donc c'est le code valeur de choix qu'on va stocker au niveau de la réponse. Pareil pour la création, même code que pour les deux autres. Et on va renseigner ça dans la réponse, le code valeur de choix. Là, on a mis en place le système de sauvegarde de la liste déroulante. Seule petite chose à ne pas oublier. Donc une fois que ça a été fait, le petit flag qu'on utilise pour savoir qu'il y a eu un changement au niveau de la liste déroulante, du coup on le désactive, hein, pour qu'il puisse se réactiver la prochaine fois éventuellement. Et pareil, celui-là aussi, on va le mettre en place ici simplement lorsqu'on arrive sur l'écran. D'accord, on va s'assurer que lui aussi on le désactive en arrivant sur l'écran, histoire que lui soit bien initialisé. Voilà. Ça c'est fait, et il ne nous reste plus que, ça tombe bien, il reste qu'une minute à mettre en place le système de sauvegarde. Dans le système, donc sur le bouton sauvegarde, le code qu'on va y mettre, voilà, peut paraître un petit peu long, encore que, mais il se comprend aussi assez facilement. Donc l'idée en fait, c'est de évidemment récupérer localement, de recharger en fait la liste des réponses qui existent dans SharePoint, celles qui existent à l'heure actuelle, pour pouvoir vérifier si dans ma collection call réponse qui est locale et qui porte ce que l'utilisateur vient de saisir,
est-ce que ce que l'utilisateur vient de saisir existe déjà ou pas côté SharePoint. Ça, c'est ma collection côté SharePoint que je viens de charger ici, d'accord? Ça me permet de déterminer si je dois faire une création ou une modification. Ok? Et donc, en fait, simplement, donc ici, on fait le fameux test de rechercher, est-ce que j'ai déjà côté SharePoint, hein, ça c'est ma variable côté SharePoint, mes réponses côté SharePoint, est-ce que côté SharePoint, j'ai déjà une réponse ou pas? Sinon, je la crée, ou sinon, je la modifie. Donc, si jamais je la crée, c'est le patch, et donc je vais renseigner pour ma réponse toujours les 3 colonnes, le formulaire, la question et la réponse, d'accord? Et ceux-là, je peux les récupérer directement de call réponse. Hein. Donc en fait, on fait une boucle ici. Hein. J'ai peut-être oublié de le préciser. On fait une boucle. Hein. On va boucler sur l'ensemble des réponses que l'utilisateur a renseignées sur l'écran. Donc pour chacune d'elles, on va récupérer le formulaire, la question, la réponse, on la stocke dedans. Et pareil pour le update. Alors le petit first ici, c'est parce qu'en fait, dans le for all, toutes les opérations doivent renvoyer la même structure de données. Le patch, il renvoie un record, le update, il renvoie une table. Voilà, mais il ne renvoie que le résultat. Donc pour que ici ce soit un record et que là ce soit un record, on met un petit first devant, le update, pour pas qu'il y ait de conflit. Un petit notify, c'est toujours sympa pour prévenir l'utilisateur que les données ont été enregistrées, et on y est. Et puis on retourne sur l'écran d'accueil. Voilà. Donc là, alors, sauf erreur de ma part, on a mis tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'application et avoir une application qui nous génère des formulaires totalement dynamiques. Donc on peut faire 2 ou 3 tests. Donc par exemple, je vais aller ici sur le site de Kaipori. Voilà, donc modèle de turbine, je vais prendre ça. Ici, je vais saisir une société d'exploitation. La puissance maximale, c'est un numérique, on ne peut pas saisir de lettres, je vais saisir un chiffre. Et ici, un état d'usure. Voilà, hop, tout ça, j'enregistre. Ça a été enregistré avec succès. Je vais rafraîchir ma liste de réponses ici. Et on va retrouver les données que je viens de saisir. Donc la turbine, qui est le code correspondant à la valeur de choix, ma société, la puissance, et le code correspondant à la valeur de choix pour l'état d'usure du rotor. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. Donc comment réaliser finalement une application qui va vous permettre d'avoir vraiment des formulaires complètement différents, les uns des autres, grâce à ce type de formulaire où on va raccrocher des questions de types différents et on va pouvoir préciser, c'est du text input, de la checkbox, etc. Et donc je vais rapidement terminer en vous montrant quelles sont les autres choses auxquelles qu'on pourrait imaginer mettre en place. Je vais revenir sur le PowerPoint. Donc voilà. Donc ce que l'on peut faire en plus, on pourrait imaginer évidemment d'autres types de questions. Hein. On pourrait imaginer des types de questions date, des fichiers, raccrocher des photos, des coordonnées GPS. On pourrait imaginer regrouper les questions pour avoir des blocs de questions qui ont rapport à un même thème. Et du coup, imbriquer 2 galeries pour pouvoir le faire. On pourrait imaginer qu'il y ait des commentaires. En fait, on pourrait imaginer qu'on puisse paramétrer chaque question et dire ça c'est une question qui nécessite un commentaire. Et du coup, il y aura une zone de saisie de commentaires qui s'afficherait ou qui serait invisible si jamais c'était le cas ou pas. On pourrait imaginer aussi de faire des questions de type grille de données, parce que on veut pouvoir saisir pour un type de question, par exemple, c'est une liste d'équipements que je dois vérifier, et puis je ne sais pas combien de listes d'équipements je vais avoir, donc il faut que je puisse tous les renseigner. On peut imaginer le mode déconnecté, évidemment, pour qu'on puisse être en mobilité, etc. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé dans une application tout dernièrement, justement, c'est pour ça que j'avais pensé à ce sujet pour ce soir, c'est qu'en fait, j'ai réalisé une application de rapport d'installation pour une entreprise. Donc, elle gère en plus aussi le mode déconnecté, donc elle charge l'ensemble des données locales, charge l'ensemble des données côté SharePoint, elle fait la synchro. Et puis ensuite, on arrive sur la liste des formulaires. On retrouve un peu la même mécanique que notre application qu'on vient de faire ce soir. Donc j'ai la liste des formulaires. Je peux éditer mon formulaire. Donc là, on a été un cran plus loin où on va avoir en fait, on a catégorisé les questions. Donc on a un topic et un subtopic. Et par topic, subtopic, je vais avoir un ensemble de questions qui en plus ici sont regroupées avec des, vous voyez qu'il y a des groupes. Ça c'est le groupe des questions numéro 4 dans lequel on va avoir une textbox, un commentaire, une zone de saisie de texte, etc. Voilà, donc en naviguant simplement dans les différentes sections ici et sous-sections, on va pouvoir afficher une partie du formulaire précis.
J'ai mis en place justement le système de grille également dans cette application. On va avoir, voilà, les colonnes de la grille sont entièrement paramétrables et du coup on a des boutons d'ajout, d'édition de lignes, d'éléments, etc. Et quand je fais ajouter une ligne, eh bien, je vais avoir un formulaire dynamique, le même, qui va aussi afficher, en fonction des paramétrages des colonnes, eh bien, des listes déroulantes, des zones de saisie de texte, des cases à cocher, etc. Voilà. Donc tout est entièrement dynamique et on peut générer vraiment des formulaires voilà, de tout type finalement. Voilà, je vais m'arrêter là, il est 55, j'ai dépassé un petit peu. Donc si jamais vous voulez me retrouver, voilà, donc le compte Twitter, le compte LinkedIn, ça c'est le lien si jamais vous voulez récupérer l'application que j'ai faite. Donc il y aura 2 fichiers, un fichier avec le modèle PNP. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des détails sur comment charger le site avec le PNP sur votre site, sur une collection SharePoint chez vous. Et puis ensuite, il y a l'application aussi également dedans. Et donc, toujours le lien aussi vers le user group si jamais vous voulez venir en faire partie. Et pour terminer, donc pour ceux qui le souhaitent, vendredi midi, j'animerai un petit webinar aussi sur les composants, donc Power-Apps. Et voilà, ceci clôt ma session. Merci beaucoup à tous qui étaient présents de m'avoir écouté et